Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu l'entendre, la table ronde va être enregistrée, donc c'est pour que vous puissiez la voir en replay. Je vais me présenter et présenter également les parcours Nentraliens pour tous ceux qui n'étaient pas là lors du premier opus sur la santé. Donc moi je suis Nina Rocher, je suis étudiante en deuxième année en option génie industriel et je suis également vice-présidente de Centrale Nantes Études. Donc, comme le forum alumni qui a lieu généralement en début d'année a été annulé, pour des raisons sanitaires évidemment, on a souhaité, autant à Centrale Nantes Études qu'à Centrale Nantes Alumni, faire un événement digital pour le remplacer. Et donc ce soir, c'est une table ronde thématique sur l'énergie et l'environnement. Je pense que là, on a déjà attendu suffisamment longtemps, donc on va commencer. Si jamais vous avez des questions pendant la première phase, qui sera une phase où moi je vais poser des questions aux différents intervenants, vous pouvez les poser. Mais sachez qu'il y aura une partie, comme je vous l'ai dit, en salon à la fin, où vous pourrez poser des questions plus individuelles et spécifiques aux différents intervenants. Donc, pour commencer, je vais proposer à chacun des intervenants, que je remercie d'ailleurs, de se présenter en 1 à 2 minutes. Pour commencer, Marie, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Cool, parfait. Du coup, moi, je m'appelle Marie Bouey. Je travaille du coup dans le milieu de l'énergie. Je fais de la planification énergétique dans un bureau d'études. Donc, c'est-à-dire que je travaille en fait pour les collectivités locales et je les aide en fait sur toutes les thématiques liées aux énergies renouvelables et aux politiques énergie-climat des collectivités. Et du coup, ça fait 2 ans que je fais ça. Je ne sais pas si tu veux qu'on se présente plus ou ça va comme introduction. Moi, je pense que c'est bon. Après, si tu as des choses dont tu veux parler en particulier, tu peux continuer, mais sinon, je pense que c'est déjà bien. Bah, super. Aminata, si tu es là, je te laisse prendre le relais. Oui, ça marche, vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas du coup. Tu Si, m'entends c'est pas, bon. Nina? Oui, ok, parfait. Alors, donc moi, et je travaille à la fondation Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand, dont le siège est ici à Paris. Et en fait, je suis dans l'équivalent d'un petit bureau d'études au sein de la fondation. Et ce que je fais, c'est que j'aide à la mise en place en fait de projets d'accès aux énergies renouvelables dans les pays en voie de développement, donc ou en mettant les projets en place directement, ou en accompagnant des ONG ou des entreprises sociales sur le terrain qui veulent mettre en place ces projets-là. Et je suis depuis à peu près 1 an. Et avant ça, j'ai fait un projet similaire, mais avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, et c'était toujours sur la même thématique. Donc là, c'était de l'électrification au Sénégal à partir d'énergies renouvelables aussi. Voilà, dans l'ensemble. Ok, très bien. Léo, à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Léo Ginin, je travaille au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle iCare Consult. Moi, je suis diplômé depuis une petite dizaine d'années et je fais du conseil en stratégie environnement, ce qui veut dire que j'accompagne des acteurs publics, des entreprises et des acteurs financiers, donc des fonds d'investissement, des banques de développement, des banques notamment, pour leur proposer, développer avec eux des outils et des méthodes qui leur permettent de mesurer l'impact de leurs activités, de leurs projets, de leur stratégie de développement, de leur portefeuille d'investissement sur les grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui, climat, biodiversité, économie circulaire. Euh, et, euh, et donc, j'interviens principalement en France et un petit peu encore à l'international. D'accord, très bien. Monique, si tu veux te présenter. C'est bon, vous m'entendez?
C'est bon pour moi. Allô? Oui, oui, c'est bon. Donc, je me présente, Monique Dabafaye. Je suis ingénieure de calcul de charge à Vestas. Donc, Vestas qui est une entreprise de production et de vente d'éoliennes. Ça fait 2 ans que je travaille à Vestas, presque 2 ans. Et donc, je suis dans la partie du design de l'éolienne. Donc, je suis dans le département recherche et développement. Et dans ce processus de design, nous allons notre département est chargé de déterminer quelles sont les charges que l'éolienne entière va subir lorsqu'elle sera installée sur un site. Donc, c'est la partie technique des énergies renouvelables pour faire. Voilà. D'accord, très bien. Je ne sais pas si Baptiste est arrivé, je pense pas. Si tu es là, Baptiste, je te laisse te manifester et sinon on passera directement aux questions. A priori, il n'a pas encore pu nous rejoindre, donc on va commencer les questions. Alors la première question que je souhaitais vous poser, c'est sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans ce domaine en particulier? Comment est-ce que tu veux qu'on répartisse la parole? Le premier qui a envie de répondre, répond. Ouais. Alors moi, je veux bien commencer. Donc, ce qui m'a poussée à m'orienter dans ce domaine, ça faisait assez longtemps que je voulais travailler en fait dans le domaine de l'énergie. Et en gros, donc j'ai grandi en fait au Sénégal où pendant que j'étais, on avait pas mal de problèmes liés à l'énergie à ce moment-là. Donc, on avait des coupures d'électricité vraiment récurrentes et tout. Vraiment beaucoup de problèmes structurels à ce niveau-là. Et je m'étais dit en fait depuis assez longtemps que je voulais m'orienter dans ce domaine, mais rien n'était vraiment défini. Et en fait, quand je suis arrivée à Centrale, je voulais plutôt m'orienter vers l'option énergie et finalement, j'ai fini en océan où il y avait quand même une composante énergie et c'était une composante énergie renouvelable marine. Et du coup, ça m'a pas mal plu et j'ai plus creusé là-dedans. Et c'est en fait grâce à ça que j'ai pu découvrir ce que c'était, faire un DD en lien avec ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire ce que je fais maintenant, quoi, pour faire court. Ok, super. Et les autres? Je vais me lancer aussi parce que je pense que ça ira avec ce qu'Aminata a dit. Donc, je suis aussi du Sénégal et donc, quand je suis arrivée en France, j'ai été en classe préparatoire et j'ai été vraiment attirée par la thermodynamique. Et donc, c'était les énergies qui m'intéressaient. Quand je suis arrivée à Centrale, alors, je me suis dit que voilà, je vais continuer, je vais travailler dans les énergies et surtout parce que c'est une problématique assez importante au Sénégal où il y a plein de coupures d'électricité pendant l'été et tout, mais en ce moment, c'est en train de s'améliorer. Et donc, ça m'a donné ce désir de vraiment participer au développement du pays et donc d'utiliser mes connaissances dans les énergies. La thermodynamique était très intéressante, mais j'aimais aussi la mécanique. Et donc, je voulais allier cela aux énergies renouvelables. Donc, il y a le solaire au Sénégal, mais il y a aussi le vent un peu partout dans le monde. Et ça, allier le vent avec cette passion que j'avais pour les énergies mécaniques a fait que j'ai choisi de travailler, de poursuivre mes études dans les énergies éoliennes et donc de travailler par la suite dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, je suis dans le technique, comme j'ai été vraiment motivée par cet aspect d'investigation et de recherche dans les énergies renouvelables. Je peux prendre la suite, si vous voulez. Vas-y, Marie. Ok, ça marche. Du coup, moi, c'est un peu comme les autres. J'étais assez intéressée par le domaine de l'énergie et aussi la thermodynamique, d'ailleurs, en prépa. Du coup, je trouve que dans notre métier, il faut avoir un peu le côté s'épanouir un peu techniquement, dans ce qu'on fait tous les jours, les tâches qu'on fait tous les jours. Donc ça allait bien avec tout le domaine de l'énergie et tout. Et après, moi, je voulais aussi avoir
un peu un côté où j'ai l'impression d'avoir du sens dans ce que je fais. Et du coup, c'est pour ça que là, ce que je fais aujourd'hui, je trouve que, moi, j'y trouve beaucoup de sens parce que l'échelon local avec lequel je travaille, c'est vraiment, moi, j'y crois assez dans le développement, des énergies, du système énergétique en général et aussi, en général. Et puis en plus, aider à faire les politiques énergie-climat, pour moi, c'est aussi une façon de m'engager un peu pour, le réchauffement climatique et tout. Donc il y avait tout ce côté-là. Et après, il y a aussi tout le côté, je suis un peu moins technique du coup que Monique. Moi, j'aime bien un peu parler, voilà. Du coup, dans mon métier, il y a aussi tout un côté concertation et travail avec le territoire qui me plaît bien. Et aussi, il faut toujours s'adapter un peu à ce qu'ils veulent et apprendre des nouvelles choses. Donc, il y a ça qui m'a aussi vachement plu. Tout en ayant un côté assez technique où on développe quand même des méthodologies on est un bureau d'études, donc il y a quand même tout ça qui rentre en compte. Donc c'est quelque chose de très varié et complet et qui me permet d'allier donc le côté énergie que j'aime bien et le côté avoir du sens dans le métier. Donc c'est pour ça que j'en suis arrivée là, voilà. Je prends la suite pour un peu rebondir sur ce qui a été dit. Je pense que il y a peut-être un point aussi de mon côté qui est lié à l'éducation ou à ce qu'on m'a transmis en termes de valeurs ou de points d'attention sur la préservation de l'environnement. Alors, c'était surtout les gestes du quotidien, le bon sens de ne pas gaspiller, etc., que j'ai beaucoup entendu en étant petit et qui m'ont certainement aussi guidé vers cette orientation dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, qui pense plus côté environnement de mon côté. Deuxième chose, c'est aussi un intérêt et une curiosité pour comprendre les enjeux à une échelle assez globale, qui sont aujourd'hui les questions qui nous concernent tous, que ce soit l'impact au niveau du changement climatique ou en termes de destruction de la biodiversité. J'ai fait un double diplôme quand j'étais à Centrale. J'ai passé 2 ans au Brésil, où c'était à la fois une expérience presque insoutenable d'habiter dans une ville comme Rio de Janeiro, qui en termes de niveau d'urbanisation et au quotidien que j'ai trouvé assez compliqué, et en même temps des espaces immenses qui sont sous une pression extrême au niveau de l'Amazonie, qui ont confirmé, on va dire, la volonté que j'avais de regarder un peu à une échelle globale. Alors j'ai certainement eu cette chance aussi de passer une partie de mon cursus ailleurs qu'en France, et en particulier dans un pays qui me plaît beaucoup, qui est le Brésil. Et en fait, quand je suis revenu de cette expérience, c'était un moment où il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées au niveau français en termes de réglementation, de prise de conscience. Il y a eu Copenhague en 2009, il y a également eu pas mal de choses au niveau du Grenelle de l'environnement qui font que je suis arrivé à un moment où il y avait un vent favorable pour ces questions, avec pas mal de bureaux d'études ou de cabinets de conseil qui ont été créés à ce moment-là, qui existent depuis une dizaine d'années, et qui voilà, sont aujourd'hui de plus en plus sollicités, et j'espère encore plus demain, pour amener des éléments de compréhension nécessaires, compréhension globale, pour ensuite atterrir sur des choses concrètes au niveau plus opérationnel, local, au niveau des territoires, au niveau des changements des modèles économiques nécessaires au niveau de tout type d'organisation, y compris les acteurs financiers. Donc ça, en tout cas, j'y trouve également du sens à mon action, pour rebondir sur ce que disait Marie précédemment. Ok, super. Baptiste, tu as un avis? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Allô? Très bien, oui. Ok, parfait. Bon, du coup, je vais répondre à cette question et en même temps en profiter pour me présenter. Donc, Baptiste Arnaudot. Je travaille chez Neoen, qui est un producteur d'énergie renouvelable. Donc, je travaille sur des projets solaires dans la phase développement, c'est-à-dire
amener des projets jusqu'à la construction, donc obtenir toutes les autorisations et faire le relationnel entre ma boîte et tous les acteurs sur le terrain. J'ai un cursus un peu particulier par rapport à d'autres intervenants. Moi, je suis d'abord école de commerce et j'ai ensuite fait un double diplôme à Centrale. C'est en fait lors de ces études-là que j'ai pu découvrir le milieu de l'énergie, faire la thermodynamique, qui sont des secteurs en fait qui m'ont vraiment intéressé et qui m'ont donné envie de creuser ce sujet, plus particulièrement l'énergie solaire. J'étais assez intéressé par tout ce qui est solutions d'énergie qui permettent de produire au niveau local, donc notamment ce qui est solaire batterie, solaire diesel, qui permettent à des petites communautés d'avoir une autosuffisance en énergie. Donc j'ai axé toutes mes expériences vers ça. Chez Total, donc où j'ai travaillé sur des centrales hybrides, puis Engie en Afrique du Sud, aussi sur une grosse centrale solaire avec stockage. Et donc, ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler plutôt sur le marché français, que j'avais envie de découvrir, donc, mais cette fois sur des centrales solaires pures. Je ne sais pas si c'est clair. Si, je pense que vous avez tous les 5 très bien répondu à la question. Du coup, je vais passer à la question d'après, qui est la suite logique. Quelles études est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau-là, notamment à Centrale, quelles options vous avez choisies, si vous avez fait des doubles diplômes, potentiellement des césures? Oui, je peux recommencer. Je peux commencer à nouveau. Donc, j'en avais déjà parlé un peu avant. Donc, à Centrale, je voulais faire énergie, mais je n'ai pas eu cette option. Donc, je me suis retrouvée en océan, qui était mon deuxième vœu, qui me convenait plutôt parce que j'avais pas mal hésité entre les deux, puisqu'il y avait quand même une forte thématique énergie en océan aussi. Et en fait, donc après avoir fait cette année en océan, je voulais vraiment continuer à creuser dans le domaine de l'énergie. Mais le truc, c'est que, je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais à ce moment-là, à Centrale, il y avait la matrice de compatibilité là, entre les différentes options. Et du coup, je ne pouvais pas continuer à faire de l'énergie à Centrale. Donc, je me suis dit que j'allais faire un double diplôme. Et je suis allée à Copenhague, où j'étais à l'Université technique du Danemark, donc DTU, où j'ai fait un master dans les énergies renouvelables, spécialisé en éolien. Donc, ils ont vraiment deux types de master. Ils en ont un éolien, et un autre qui est énergie renouvelable. Et ensuite, on choisit une option. Donc, solaire, éolien, biomasse, etc. Donc, moi, j'étais en éolien. Et en fait, ce qui m'a permis de m'orienter vers ce que je voulais faire, qui est l'accès à l'énergie, c'est que en fin d'études, en fait, dans ces universités-là, il faut faire une thèse de master et on a énormément de liberté par rapport au choix de son sujet. Donc, étant donné que ce que je voulais faire, c'était vraiment appliquer tout ce que j'avais appris jusque-là aux pays en voie de développement, je me suis directement orientée vers des institutions. Donc, plutôt, la Banque mondiale, les Nations unies, etc. Et en fait, on avait déjà un partenariat très fort entre notre université et les Nations unies. Et c'est là que j'ai rencontré mon superviseur à ce moment-là, qui travaillait pour le programme des Nations unies pour l'environnement, l'UNEP. Et c'est avec lui que j'ai pu designer le projet sur lequel j'ai travaillé, qui était vraiment un projet qu'on a monté ensemble de toutes pièces, vraiment du début, donc de la phase de recherche, etc., à la possible implémentation. Donc, c'était vraiment super cool pour moi d'avoir cette liberté dans le choix de mes projets par rapport à ce que je faisais avant et de vraiment mener mon projet toute seule de A à Z. Et c'est là que je me suis dit que l'accès à l'énergie, ça faisait vraiment sens pour moi et que je m'épanouissais en faisant ce type d'études. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la Fondation Good Planet, en fait. Voilà, grosso modo. Je vais prendre le relais du coup. Moi, en fait, quand j'étais à Centrale, j'étais un peu partagée entre deux chemins. Là, je vous l'ai dit, j'avais un intérêt pour l'énergie, mais j'étais aussi intéressée par tout ce qui était R&D.
Du coup, en fait, et aussi, je trouvais que l'idée de centrale, qui est peut-être pas ouf pour certaines personnes qui veulent faire les mêmes options et qui ont vraiment un projet, d'avoir 2 options différentes, c'était pas mal, en fait. Donc, j'avais envie de faire plutôt 2 spécialisations différentes et aussi de faire un double diplôme. Donc, en fait, ce que j'ai fait quand j'ai choisi mes options, c'est j'ai essayé de regarder quel double diplôme je pouvais faire à l'étranger qui m'intéressait d'abord. Donc, j'ai trouvé un double diplôme en Australie à l'université de Melbourne sur le système énergétique, donc qui allait tout à fait avec mon projet professionnel et ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit à Centrale, je vais plutôt essayer de faire quelque chose en lien du coup avec la R&D. Et je me suis retrouvée en e-prod. Bon, c'était aussi un petit peu parce que je voulais pas trop travailler, mais voilà. Et du coup, j'ai fait e-prod, c'était super intéressant. Et puis, j'ai appris plein de choses et j'ai fait un stage dans l'industrie. Et en fait, mon projet professionnel, quand j'ai commencé à chercher du boulot, c'est de pouvoir allier les deux en faisant de l'efficacité énergétique dans l'industrie. Après, en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard à faire un entretien pour ma boîte et ça m'a vraiment intéressée parce que je ne connaissais pas du tout le milieu des collectivités territoriales avant. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là, mais j'avais déjà un peu toutes les connaissances sur le secteur de l'énergie qui était bien. Et le fait d'avoir fait aussi un master du coup en Australie où c'était quand même axé sur le système énergétique plus global ou sur des choses qu'on étudie, je pense, moins en Europe, sur l'Asie et l'Australie, où quand même ils n'en sont pas au même développement, par exemple, des énergies renouvelables. Donc, moi, j'ai fait un stage de fin d'études pour essayer d'implémenter ce genre de choses sur le système énergétique australien, qui est quand même beaucoup moins, beaucoup plus compliqué qu'en France et en Europe. Je pense que ça m'a pas mal aidé pour avoir ce job. Et, et voilà, c'est à peu près tout. Peut-être quelques mots de mon côté. Moi, j'ai fait, je ne sais plus si c'est comme ça que ça marche d'ailleurs maintenant à Centrale, mais j'ai fait que la première et la deuxième année. Donc, je n'ai pas fait l'année de spécialisation. Et ensuite, j'ai fait un double diplôme donc au Brésil, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, avec une spécialité en ingénierie de l'environnement. Donc, c'était quand même centré sur les problématiques environnementales d'un pays émergent. Donc, c'était assez général sur pas mal de sujets, pas forcément ultra technique sur un des aspects de la transition environnementale. On traitait de sujets qui sont aujourd'hui encore des priorités dans pas mal de pays sur développer des réseaux d'assainissement qui fonctionnent bien, amener de l'eau potable également, l'accès à l'énergie. Donc, c'était une expérience assez intéressante et généraliste pour comprendre les enjeux de transition et de développement et de transition dans ces pays, dans ces pays émergents. Et j'ai fait un stage qui était assez intéressant à l'équivalent de EDF au Brésil, qui s'appelle Eletrobras, sur des problématiques d'électrification en milieu rural. Donc, c'était un sujet assez centré sur l'énergie. Et ensuite, retour en France, un peu catapulté dans le marché du travail, sans repasser par la case centrale pour une année de spécialisation, ce qui me paraît un petit peu étonnant après coup, puisque moi, je débarquais d'une expérience internationale pour ensuite rechercher du travail sur le marché français, qui a pris un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai fait un VIE, on pourra en reparler peut-être plus tard. Donc, c'est plutôt aussi pour illustrer que des parcours que moi, je n'avais pas forcément calculé à l'avance où est-ce que j'aurais envie d'atterrir, notamment de travailler dans du conseil en environnement. Ce n'était pas forcément ce que j'avais imaginé au démarrage et ça a été rendu possible par la suite pour d'autres raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vais me lancer du coup. Donc, moi, j'ai intégré Centrale en sortant d'une prépa
PT. Et donc, j'étais très axée technique. J'ai pu insister sur le technique parce que c'est ça qui m'a attiré à travailler, à m'orienter vers la partie technique des énergies renouvelables. Et donc, intégrant Centrale, j'ai eu encore ce désir de toujours travailler pour les énergies. Et j'ai pu postuler pour l'option énergie. En même temps, dans l'option énergie, il y avait une partie où on parlait des énergies renouvelables, mais elle n'était pas très poussée. Et je pense qu'il y avait aussi à Centrale d'autres cours qu'on pouvait prendre en parallèle. Et donc là, il y avait le cours sur les énergies renouvelables. Et c'est là où j'ai approché un professeur qui m'a orienté vers différentes universités internationales qui étaient vraiment pointue sur les énergies renouvelables, mais plus particulièrement sur l'énergie éolienne. Et donc, j'ai postulé avec les coopérations que Centrale a avec les différentes universités à travers le monde. J'ai pu intégrer DTU, même Université Aminata, à Copenhague. Et donc là, j'ai intégré l'option énergie renouvelable qui donne différentes informations sur le secteur des énergies renouvelables. Donc là, on a pu étudier sur l'économie dans le marché de l'énergie, l'étude de faisabilité. Et donc, par la suite, je me suis aussi consacrée à l'énergie éolienne. Donc, j'ai eu à avoir plus d'informations sur l'aérodynamique, sur l'énergie offshore, sur comment développer aussi un champ éolien, excusez-moi, un champ éolien. Et donc, toutes ces informations ont été très cruciales et je les utilise aujourd'hui dans mon travail. Mais encore, ce qui m'a permis de pouvoir intégrer Vestas, c'est mon master thesis, donc ma thèse de fin d'études, qui a été, si je peux le dire, une partie du travail que je fais. Donc, ça a représenté sans que je le sache, parce que je ne savais pas vraiment ce qui se trouvait dans le marché du travail. Donc, l'Université du Danemark est très proche du milieu du travail, de l'industrie. Et les master thesis, les thèses de fin d'études qu'ils proposent sont aussi proches de ce que l'industrie a besoin. Et grâce à ce master thesis, j'ai pu intégrer Vestas parce que je savais déjà comment réaliser le travail qui est demandé. Et donc, en écoutant aussi les interventions des autres, je me suis rendu compte que tout au long de mon cursus, j'ai eu à faire différents stages. Donc, j'étais intéressée par le secteur de l'énergie au Sénégal. Donc, quand j'étais au Sénégal, j'ai pu faire un stage de découverte dans une centrale de raffinerie. Et ça m'a vraiment montré que je ne voulais pas travailler pour les énergies fossiles. Et en deuxième année, j'ai pu être à EDF dans le nucléaire. Et donc, ça a encore renforcé mon désir de travailler pour les énergies renouvelables. Et encore, quand j'étais au Danemark, les stages ne sont pas vraiment recommandés, pas recommandés, mais ce n'est pas dans la culture de l'université, dans la culture du Danemark. C'est plus ancré en France, je pense, même ici au Portugal, ça n'est pas. Donc, au Danemark aussi, j'ai eu à demander à faire un stage dans un organisme pour les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Et donc là, je savais que je voulais vraiment travailler pour les énergies renouvelables, mais la partie administrative, développement des politiques m'intéressait et ce serait à long terme ce que je voudrais faire. Mais la passion que j'avais pour la technique m'a vraiment orientée par la suite, à la fin de mes études, à travailler à postuler pour les entreprises qui sont dans le développement des outils, des technologies qui permettent de produire de l'énergie verte. Je pense que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être à Vestas en tant qu'ingénieur calcul de charge. Voilà. Je vais prendre le relais pour répondre à la question. Donc, moi, en fait, venant d'école de commerce, j'ai vraiment découvert ce secteur et l'énergie en arrivant à Centrale. Mais j'ai très vite voulu travailler dans ce secteur, donc avec la question de quelle technologie, plutôt éolien, solaire, biomasse. Je n'ai pas posé de questions là-dessus. J'ai malheureusement été refusé en option énergie.
Donc j'ai fini par aller en option aéronautique où en fait ça pouvait préparer pas mal à des métiers plutôt dans la recherche dans le secteur éolien. On y fait pas mal de mécanique, de mécanique des fluides, on travaille sur les structures, sur les composites. Donc c'est un peu ce que j'avais en tête à ce moment-là, mais j'ai aussi vraiment eu envie de tester le milieu du solaire, que je trouvais aussi intéressant. C'est finalement ce qui m'a plu. En fait, je me suis plus spécialisé par mes stages que par mes spécialisations en école, puisque moi, après ma spécialisation aéronautique, mon cursus central était fini, donc je n'avais pas de possibilité de faire un double diplôme, toujours dans un domaine technique, et de me spécialiser un peu plus sur l'une ou l'autre des technologies qui m'intéressaient. Donc, je suis plutôt passé par mes stages pour me spécialiser. Donc, au final, j'ai fini par faire tous mes stages dans le solaire, sur différents types de technologies et à différents stades d'avancement des projets. Donc, j'ai travaillé chez Total en avant-projet, où là, c'était vraiment des études plutôt stratégie et économie, grosse maille, sur des projets au Moyen-Orient. Ensuite, un peu plus dans l'opérationnel, sur un chantier en Afrique du Sud pour Engie, comme ingénieur système, où là, c'était sur une très grande centrale en construction. Et ce qui m'a mené à mon poste actuel, donc de chef de projet, plutôt développement de projet, donc c'est un peu entre les deux, entre la phase amont, prospection et la phase de construction. C'était l'envie de tester justement ce pont qui manquait un peu à mes expériences. Donc chez Neoen et sur le marché français que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. C'est ce qui m'a vraiment plu. Et l'aspect qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est des postes qui sont très multidisciplinaires en développement de projet. On n'est pas directement dans la construction ou dans la R&D avec une connotation très technique. Il y a vraiment un peu de technique, parce qu'il faut être capable de comprendre les technologies, la manière dont l'architecture est faite, puisque je travaille en direct avec des bureaux d'études qui doivent être capables d'exprimer des besoins et de juger leur travail. Mais il y a aussi tout un côté très commercial, relationnel, où en fait on est tout le temps en déplacement, aller rencontrer des mairies, des collectivités, l'administration. Donc voilà, tout ça pour dire que sans spécialisation particulière académique, c'est un secteur dans lequel il est tout à fait possible d'atterrir. Ok, super. Et moi, je me demandais, au niveau de votre secteur, en quoi la situation actuelle, le fait que ce soit assez incertain et que là, par exemple, on soit reconfiné, en quoi ça affecte autant votre secteur que vos missions sur la Alors moi, ouais, au niveau de la fondation, ça affecte vraiment beaucoup mes missions, vu que mon rôle, c'est vraiment d'accompagner des acteurs de terrain dans différents pays en voie de développement. Et vu que la fondation n'a pas de présence à l'étranger, tous les collaborateurs sont basés en France, on passe à peu près un tiers de l'année à l'étranger. Donc là, cette année, autant dire qu'on ne s'est pas du tout déplacé. Et ce n'est pas toujours facile, en fait, de travailler en visio ou à distance. Enfin, surtout que on a des projets un peu partout dans le monde, dans des endroits où il y a parfois des problèmes de connexion ou dans des endroits où il n'y a juste pas Internet. Donc, ça rend les choses un peu plus difficiles. Donc là, tout est un peu au ralenti, je dirais. Bon, je vais continuer. En ce qui concerne le secteur de l'industrie, bon, nous sommes dans la production et le design des éoliens. Et supply chain, la chaîne de production a été affectée tout au début de la pandémie parce qu'il devait y avoir fermeture des usines et tout cela. Donc, cela retarde aujourd'hui nos projets et la vente de nos produits. Mais aujourd'hui, si je regarde l'impact de la COVID sur le secteur des énergies renouvelables, je pense que cela permet d'accélérer déjà les politiques de transition énergétique. Je pense qu'il y a des personnes dans ce partage qui pourront plus développer sur cela. Je sais pas. Et donc, en ce qui nous concerne dans notre industrie,
nous espérons qu'il y ait encore plus de politiques qui incitent à utiliser les énergies renouvelables. Et donc, l'impact en ce moment, au début de la crise, était négatif, mais cela booste encore notre industrie du fait que plus d'argent va être injecté et donc il y aura un développement du secteur, il y aura plus de production de nos éoliennes, il y aura plus de ventes et la production générale mondiale des énergies renouvelables devra être augmentée. Et cela va de pair avec les désolée, je perds mes mots. Ça va de pair avec ce que les gouvernements ont signé pour la transition énergétique. Donc, notre secteur, même s'il y a la COVID aujourd'hui, ça a été un frein au début, mais ça permet également d'accélérer les politiques, en résumé. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour un peu illustrer ce que nous, on peut voir donc, sur le secteur du conseil dans l'environnement. On s'attendait à ce que, et c'est en général ce qui se passe, les budgets de conseil au sein des organisations plutôt privées sont parmi les premiers qui sautent dans des entreprises qui sont en souffrance d'un point de vue économique. Ce n'est pas ce qu'on observe jusqu'à présent, en tout cas à notre échelle au sein d'ICARE. Et peut-être c'est un petit peu, c'est pas forcément homogène au niveau de l'ensemble des entreprises du secteur avec lesquelles on en discute avec nos confrères, mais en tout cas, nous, à notre niveau, on n'a pas vu d'impact, voire, et on touche du bois, on a une poursuite d'une croissance d'activité, y compris auprès des donneurs d'ordre privés, qui commencent à percevoir le niveau de problème que des dérèglements massifs au niveau du climat ou au niveau de la destruction de la biodiversité peuvent engendrer de façon très opérationnelle et très concrète sur leur business. La crise actuelle que l'on vit, d'une part, elle est potentiellement liée pour différents facteurs. Je ne suis pas un scientifique, mais on lit beaucoup de choses là-dessus en ce moment. Elle est liée à un niveau de proximité de plus en plus fort de nos sociétés modernes avec la biodiversité, et avec on est exposé à des virus et à des problématiques qui sont connues et documentées par les scientifiques de l'IPBES notamment, sur le lien entre la recrudescence et l'accélération des pandémies et d'autre part la destruction de la biodiversité. Et d'autre part, elle est intéressante, et là je fais juste une petite parenthèse par rapport à la question, en tout cas pour rebondir sur nos missions. Vous avez peut-être déjà entendu ce propos, qui est que le niveau d'impact de la crise du Covid, donc les décisions politiques qui sont prises, qui vont amener une baisse assez massive, assez importante des émissions de gaz à effet de serre en 2020, de l'ordre de moins 5%, c'est précisément le niveau d'effort qu'il est nécessaire de fournir à l'échelle globale pour être à la hauteur des accords de Paris en matière de lutte contre le changement climatique, ce qui veut dire, ce qui illustre le niveau d'effort et le niveau de contrainte qu'il faut accepter ou en tout cas essayer d'organiser pour se placer en ligne de bataille au niveau mondial afin d'éviter une situation qui devient de plus en plus hors de contrôle au niveau des organisations. Ça, c'était la parenthèse sur l'impact des moins 5% du PIB et donc moins 5%, moins 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, qui est le niveau d'effort à fournir. Et donc là, ça, en tout cas, nous, au niveau de nos missions, quand on arrive et qu'on conseille soit des entreprises privées, soit des territoires, soit des investisseurs, c'est le type de message et le type d'explication que l'on essaye d'avoir, avec derrière la conséquence de savoir comment on construit des modèles économiques, où on construit des portefeuilles d'investissement ou des développements d'entreprises qui sont, dans la mesure du possible, compatibles avec cet effort, parce que si on n'est pas au niveau, on va devant de problèmes beaucoup plus sérieux. Donc, en tout cas, on croise les doigts et on est assez ravis de voir qu'un certain nombre d'acteurs, de plus en plus d'acteurs, sont conscients et font appel à nos services.
Ouais, du coup, moi, je peux rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Du côté un peu plus du public, c'est vrai que on imagine aussi que ça ne va pas avoir d'impact, voire augmenter le nombre d'études qui peuvent nous être demandées dans le futur. Après, d'un point de vue plus terre à terre, en fait, cette année, c'était une année d'élection. Et du coup, en année d'élection, il y a aussi moins de ce type d'études qui sortent. Et en fait, le Covid, ça a un peu baissé quand même nos commandes aujourd'hui parce qu'en fait, ça a allongé cette durée des élections. Ce qui a ralenti déjà les études parce qu'il ne peut pas y avoir tout ce qui est comité de pilotage où on demande aux élus de prendre des décisions et tout ce qui est concertation, c'est très très dur d'organiser ça en ce moment. Et après, au niveau des études, il y a eu quand même un blanc pendant au moins un an là, où il y avait vraiment beaucoup moins de commandes de la part des collectivités parce qu'en fait, ils ne veulent pas lancer des choses juste avant que les nouveaux élus rentrent en fonction. Donc, en fait, c'est plus ça qui nous a pénalisés aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le futur, vu les politiques gouvernementales et européennes qui sont en train de se monter aujourd'hui, ça devrait plutôt faire augmenter notre activité dans mon secteur. Voilà. Du coup, je vais rebondir parce que c'est ce qui vient d'être dit, c'est assez vrai aussi pour le secteur des énergies renouvelables en France. On a eu plutôt beaucoup plus d'impact du fait de la période municipale d'élection et du report aussi du deuxième tour, puisque de même que pour les études qui sont lancées par les collectivités, les projets solaires et éoliens, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de concertation en local, besoin d'appuis locaux, donc qui passent par ces acteurs, par les collectivités, mairies, communautés de communes, départements, régions. Donc c'est plus le fait d'avoir eu cette période très allongée d'élections qui a ralenti les projets. Le Covid lui-même, il a eu un impact assez opérationnel, à la fois par la suspension de pas mal de chantiers pendant plusieurs semaines, donc en mars-avril, mais qui ont pu assez facilement reprendre et qui aujourd'hui sont pas atteints par le nouveau confinement. Donc la partie chantier, elle, il n'y a pas vraiment d'impact dessus. L'autre gros impact qu'on a vu, c'est au niveau de toute l'instruction des dossiers pour obtenir les autorisations, l'administration qui a été assez touchée par le Covid dans son fonctionnement, qui a mis du temps aussi à s'adapter. Donc on a pas mal de projets qui ont pris quelques semaines, voire quelques mois de plus dans leur développement du fait de l'impact direct du Covid. Mais on a l'air de voir un peu moins ces impacts-là à l'aube de ce nouveau confinement. Voilà. Ok, très bien. Du coup, ça rejoint un peu certains éléments dont vous avez pu parler avec les politiques gouvernementales. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous aimeriez voir dans votre secteur dans les 5 ans à venir ou des évolutions que vous pensez voir? Alors moi, je pense que je me fais pas trop de soucis en fait par rapport à l'essor des énergies renouvelables de manière générale parce qu'on voit clairement les tendances et il y a de plus en plus de systèmes énergétiques, donc que ce soit de l'éolien ou du solaire, qui dans certains cadres deviennent plus compétitifs que des systèmes d'énergie fossile. Donc par rapport à ça, je pense qu'on est plutôt sur une bonne pente. Après, très franchement, ce que j'aimerais également voir, c'est un peu plus d'investissement, c'est normal, c'est directement lié à mon activité, mais d'investissement dans les pays en voie de développement qui jusque-là étaient quand même pas mal laissés de côté parce que il y a un risque perçu, associé à ces pays-là qui est assez important et qui ne donne pas forcément envie aux grands groupes énergétiques d'y aller pour faire du business. Mais là, aujourd'hui, quand on voit que la moitié de l'Afrique n'est pas électrifiée, il y a énormément de travail à fournir derrière. Et ce que je trouve franchement assez génial là, c'est qu'on peut directement passer donc, de l'état actuel des choses à un système renouvelable. On n'a pas besoin de passer par cette case énergie fossile comme ça a été fait par exemple en Occident. Donc il y a plein de pays aujourd'hui qui ne sont pas électrifiés,
qui peuvent directement passer à ce type de système, et aussi parce que c'est beaucoup plus pertinent, par exemple, pour pas mal de communautés qui sont vraiment très éloignées du réseau électrique central, d'avoir une source d'énergie locale, donc par exemple à travers des mini-réseaux d'énergie renouvelable. Donc, je pense que c'est surtout ce que j'aimerais voir, enfin, que cette confiance que l'on a de plus en plus dans ces systèmes-là puisse engendrer plus d'investissement et de confiance dans certains pays émergents aujourd'hui. Super, les autres, est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous aimeriez voir, ou si vous n'avez pas d'inspiration, il n'y a aucun problème, on a pas mal d'autres questions. Mais si vous souhaitez ajouter quelque chose, allez-y. Ouais, moi, je voudrais ajouter 2 choses. Dans 5 ans, donc on sera en 2025. Moi, je dirais 2 choses. J'aimerais bien que toutes les organisations, qu'elles soient collectivités territoriales, entreprises, tout ce qu'on veut, elles aient un directeur en charge des enjeux de transition au plus proche de la direction générale. Parce que sans ça, on va avoir un peu de grosses difficultés à tenir la barque qui devient de plus en plus branlante. Deuxième chose, que lorsque l'on a des plans de relance, eh bien, on soit aligné sur les enjeux globaux, c'est-à-dire que quand on met 100 milliards sur la table, on n'est pas uniquement 30 milliards pour l'environnement, ou en tout cas aligné avec les enjeux de transition, mais qu'on ait un alignement global sur cet enjeu. C'est le cas, en tout cas sur le plan de relance de la France, il y a des gros trous dans la raquette, voire même des contradictions absolument incompréhensibles de mon point de vue. Donc on continue à faire des choses dans un sens tout en continuant à détricoter de l'autre. C'est un énorme enjeu et c'est un très gros problème. Et puis pour illustrer ce point-là, il existe des référentiels aujourd'hui en matière de taxonomie. C'est un peu un gros mot, mais c'est ce qui sert à classifier le vivant. C'est le système de la taxonomie du vivant, donc nommer les choses du vivant, qui a été mis en place au XVIIIe siècle. J'aimerais bien que d'ici 5 ans, on ait une taxonomie des technologies qui sont au service de la transition. Donc l'Union européenne a fait tout un travail en la matière qui a été publié là en ce début d'année. Eh bien en 2025, 100% des décisions politiques et des décisions d'investissement sont alignées avec ces enjeux de la taxonomie européenne, qui permet un petit peu de savoir quelles sont les technologies qui vont dans le bon sens et quelles sont celles qui continuent à creuser le trou du déficit climatique et du déficit sur la biodiversité qu'on est en train de créer. D'accord, très bien. Vous avez d'autres choses à dire, les intervenants qui ne se sont pas encore exprimés? Je vais être très courte du coup. Ce que j'espère, c'est que comme notre intervenant Léo l'a exprimé, que les politiques soient appliquées, que ce ne soit pas uniquement que des politiques qui sont proposées, mais qu'elles soient appliquées, et ce qui fera par la suite que la capacité des énergies renouvelables soit augmentée, que ce soit en Europe, en Amérique ou bien en Afrique par rapport à l'intervention d'Aminata aussi. Et j'espère aussi, et je pense, parce que là, le secteur de l'éolien est vraiment en train de se développer et celui qui est futur sera plus l'éolienne offshore. Donc, les restrictions soient moindres pour permettre le déploiement de ces énergies en zone marine. En ce qui concerne les pays en voie de développement, il y a des investissements qui se font, je pense, venant par exemple de l'Union européenne dans certains pays en voie de développement, et cela permettra d'implémenter encore plus des énergies renouvelables dans ces régions-là. Le coût du solaire a vraiment diminué, donc je m'attendrai aussi à ce qu'il y ait plus de déploiement de l'énergie solaire dans les zones qui sont en train de se développer. Et
Donc voilà, je pense que la capacité des énergies renouvelables va augmenter d'ici 5 ans et c'est déjà dans le plan, dans tous les plans des différents continents en ce qui concerne la transition énergétique. Mais encore, il faut que ce qui soit dit soit appliqué parce que les objectifs de 2020 n'ont pas été les objectifs de 2020 n'ont pas été rencontrés. Je ne sais pas si c'est correct, parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des objectifs 2020 qu'aujourd'hui que je suis en train de revoir, mais qui n'ont pas été réalisés. Donc, il faut vraiment que l'action soit, que la parole soit accompagnée d'action. Ouais, moi, je rejoins un peu ce que vous avez tous dit, en particulier Léo et Monique, sur l'importance que les questions liées à l'environnement et à l'énergie et à la transition soient vraiment au centre des politiques, qu'elles soient gouvernementales ou locales. Par exemple, que là, la vague un peu verte qu'on a vue lors des élections municipales, ça débouche vraiment sur des projets opérationnels, enfin des solutions opérationnelles dans ces secteurs. Du coup, moi, je vois dans les études que je fais, faut passer au-delà de tout ce qui est scénarisation, objectif à long terme, à 2050. Il faut vraiment faire des études, réussir à faire des choses plus opérationnelles. Et ça implique tout le monde, aussi bien la collectivité que les entreprises et les particuliers. Donc, j'espère que dans 5 ans, tout le monde sera impliqué. D'accord, très bien. Donc, on va passer à la question d'après, qui est plutôt inspirée de mon cas personnel. Je me demandais, pour tous ceux qui veulent s'engager et essayer de concilier leurs convictions avec leur activité professionnelle, est-ce que vous avez des conseils en particulier? Est-ce qu'on est obligé de travailler dans un secteur qui a un impact direct? Ou est-ce que, par exemple, travailler dans de l'entrepreneuriat à impact, mais sans être nécessairement sur toute la partie technique, comment vous le vivez? Je ne sais pas si ça a été très clair, ma question. Moi, je veux bien essayer de répondre aux deux questions. Sur la première question, je pense que le sujet, c'est pas forcément, de mon point de vue, de sauver la planète, mais c'est de sauver les humains qui habitent une planète qui doit rester vivable pour cette espèce. Donc le sujet, c'est comment, à mon avis, comment on tient quelque chose qui rend possible encore une société moderne, mais qui accepte les limites planétaires. Je fais une petite parenthèse sur les limites planétaires, c'est peut-être des sujets très hors sol, mais c'est des sujets sur lesquels beaucoup de scientifiques travaillent, qui consistent à savoir quelles sont ces limites. Et en fait, à partir du moment où on a franchi cette limite, c'est pas comme les frontières d'un pays, on la retraverse pas dans l'autre sens. Une fois qu'on est hors limite, eh bien, on ne sait pas trop où on s'avance. Et la limite des 2 degrés, c'est une des limites parmi d'autres. Une fois qu'on la dépasse, on rentre dans un univers totalement inconnu, où il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc effectivement, la planète va évoluer, mais c'est surtout les humains dessus qui vont en pâtir. Et donc la question, elle est plus une question de société, à mon avis. Ensuite, sur la question entrepreneuriat, énergie, RSE dans les grands groupes, etc., ce qui est sûr, de mon point de vue, c'est qu'il est nécessaire d'embarquer tous les acteurs dans la transition. Effectivement, la solution dans laquelle je suis, par exemple, qui est le conseil aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vocation à disparaître. Donc, je dirais peut-être quelque chose de très grossier, mais c'est une anomalie que des organisations continuent à sous-traiter un enjeu aussi important que celui de la transition énergétique et environnementale. Donc, ça rejoint le point que je disais tout à l'heure. Les cabinets de conseil, c'est sympa,
mais je ne me tire pas une balle dans le pied en disant ça, je ne vais pas démissionner demain, mais ça a vocation à disparaître. Ces choses-là, toutes les organisations ont vocation à internaliser cet enjeu majeur. Donc c'est très bien, c'est très intéressant le conseil, ça permet de voir beaucoup de choses, mais ce n'est pas du tout la seule solution. Sur l'entrepreneuriat, je vous donne aussi mon avis. Des startups qui vont sauver le monde, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup, pour la simple et bonne raison que les outils industriels qui permettent de fabriquer de l'acier, du ciment, du verre, d'extraire du pétrole, etc., soit ils switchent, soit ils bougent, soit ils continuent à fonctionner tels qu'ils sont. Et dans ce cas, on va avoir un gros problème. Parce que ce qui est certain, ce qui est quasiment, à mon avis, certain de mon point de vue en tout cas, c'est qu'ils ne vont pas décider du jour au lendemain de fermer tant que les modèles économiques continueront à les viabiliser, eh bien, ils fonctionneront. Donc, faire transformer les grands groupes de l'intérieur, ça me semble un sujet extrêmement prioritaire, avec un sujet pour les ingénieurs qui est de savoir comment on contribue à la transformation de ces mastodontes, en complément d'expériences entrepreneuriales qui sont très intéressantes. Mais pour créer une start-up qui va avoir de l'impact sur ces grands groupes, il va quand même falloir y aller vite. Et malheureusement, pour l'entrepreneuriat, on part de zéro. Et en face de soi, on a des grands groupes à transformer qu'il faut absolument transformer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà, c'est un point de vue très personnel hein, sur le sujet, mais je pense qu'il y a des besoins partout. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Léo, je pense que je suis vraiment d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a cette nécessité de transformer les groupes de l'intérieur, et je pense que ce sera également dans l'intérêt de ces groupes-là de se transformer dans le futur. Donc, à mon avis, c'est un domaine qui est assez porteur. Et là, je prends plutôt le cas particulier du Danemark. Donc, la société principale d'énergie au Danemark, qui s'appelait Dong Energy à l'époque et qui maintenant s'appelle Ørsted, qui à l'époque ne faisait que du fossile, a compris il y a quand même assez longtemps qu'il fallait se transformer. Donc, ils ont complètement changé leur identité et c'est quand même parti de l'intérieur, tu vois. Ils ont un impact aujourd'hui qui est assez incroyable. Et je pense qu'en termes d'impact, c'est vrai que ces gros groupes-là ont énormément d'impact aujourd'hui. Donc, ça fait sens que ces groupes se transforment dans le futur. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez porteur. Tout ce qui est intrapreneuriat, je dirais. C'est mon opinion aussi, cela dit. Oui, et donc, allant de pair avec Aminata et Léo aussi, je voudrais apporter un point sur l'entrepreneuriat parce que la question est, quel conseil pour ceux qui veulent sauver la planète? Je pense que toute initiative peut avoir un impact conséquent. Donc, il s'agit ici d'avoir de grands groupes qui ont des impacts plus ou moins néfastes sur la société et donc qui doivent se restructurer. Et cela, cette restructure est faisable s'il y a le gouvernement, si le gouvernement met peut-être une pression sur ces entreprises-là. Mais je pense que l'entrepreneuriat peut aussi aider à sauver la planète. Dans ce sens, je pense, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu à parler avec une collègue qui est ingénieure comme moi, donc dans la même entreprise, elle travaille en blade, elle travaille dans le design des pales de l'éolienne, mais elle a créé son entreprise pour permettre de recycler les habits qu'elle a eu ou bien que ses proches ont eu. Donc, cela permet de réduire déjà l'impact carbone de certains individus. Et cela incite aussi les autres à réfléchir plus sur comment utiliser leur argent, comment réduire leur impact, comment réutiliser ce qu'ils ont déjà eu. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la durabilité. Donc, l'entrepreneuriat peut avoir un impact positif. Il ne faut pas sous-estimer aucune des idées que, en étant ingénieur, en créant sa start-up, on peut avoir, mais aussi les grands groupes qui ont un impact plus grand et plus néfaste doivent se reconvertir. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des grands groupes comme Total qui commencent à s'orienter vers les énergies renouvelables, l'énergie éolienne. Et donc, je pense que tout est à considérer. En ce qui concerne le conseil, l'ingénierie, vous pouvez vous orienter vers des domaines qui permettent
d'aller vers la transition énergétique. Donc aujourd'hui, si je regarde mon industrie qui est l'énergie éolienne, donc assez technique, il y a plusieurs secteurs d'activité. Donc, il y aura des gens qui seront spécialisés en matériaux. Comment est-ce qu'on peut permettre la production de certains matériaux de telle sorte qu'ils seront recyclables demain? Parce que là encore, il y a un impact sur les ressources qui sont en train de s'épuiser aujourd'hui. Il y a data science, so, ces gens qui seront en train d'analyser les informations et donc qui sont vraiment qui auront vraiment un impact dans notre industrie parce qu'ils permettront de produire des produits de meilleure qualité et qui pourront aussi avoir une capacité de production plus élevée. Donc ça, c'est toujours dans l'ingénierie. Aérodynamique, donc peut être orienté vers le design des pales de l'éolienne. Project management, le management des projets qui ne semble pas vraiment technique, mais qui a aussi son importance dans la gestion des projets, dans le développement des technologies de l'éolienne. Et donc, et IT aussi, IT qui est l'informatique, voilà, peut aussi avoir un impact dans, lorsqu'on cherche à avoir peut aussi avoir un impact dans la transition énergétique. Donc, l'ingénierie, la partie technique peut ne pas être sous-estimée. Je pense qu'elle a un impact vraiment conséquent. Et comme Léo le disait, ces grandes entreprises qui vont aujourd'hui chercher à se restructurer vont chercher des ingénieurs qui ont des capacités, qui savent comment allier ces connaissances qu'ils ont acquises dans les universités ou bien dans les écoles comme Centrale, et aussi avoir ces ingénieurs qui ont aussi ce désir, cette connaissance de l'impact de nos productions, de nos émissions de gaz à effet de serre sur la planète de demain. Donc, je pense que les initiatives, aussi petites que aussi grandes qu'elles soient, ont des impacts aujourd'hui, pas à long terme peut-être, mais à long terme, pas à court terme, je voudrais dire, mais à long terme, ces initiatives auront des impacts. Donc, l'entrepreneuriat peut être considéré, la partie technique peut être considérée parce que les entreprises qui aujourd'hui se transforment ont vraiment besoin d'ingénieurs qui ont des connaissances techniques bien solides. Et donc, l'énergie, pourquoi pas, parce que nous émettons beaucoup de CO2 avec les énergies fossiles. Donc, voilà ma pensée sur la question. D'accord, bah, merci beaucoup à tous pour vos retours. Je me demandais aussi, quand on souhaite se reconvertir en venant d'un domaine qui n'est pas forcément en lien avec l'énergie ou l'environnement, est-ce que vous savez s'il y a des démarches particulières à suivre? Par exemple, est-ce qu'il faut refaire une formation, avoir un master dans ces domaines, ou c'est quelque chose qui peut se faire assez naturellement? Là, je parle plutôt des postes techniques, parce que j'imagine que pour le commercial, c'est assez transposable. Si vous n'êtes pas renseigné sur la question, on peut passer à la question d'après. Alors, j'ai juste rajouté quelque chose à ce que tu viens de dire. Sur celle d'avant? Allô? Ouais? Sur celle d'avant, du coup? Non, sur celle-là, du coup. Ok. Parce que en effet, hein, sur des postes très techniques et très spécialisés, c'est vrai que ça peut être plus compliqué de se reconvertir dans l'énergie ou dans quelque chose de très spécialisé. Mais c'est vrai que nous, on voit par exemple notre secteur sur ma typologie de poste, donc vraiment le développement de projet qui est un peu très multidisciplinaire, où tu as une partie technique, c'est des choses sur lesquelles on peut au final se former un peu sur le tas, et on constate, hein, nous, on embauche énormément de personnes qui n'ont rien à voir avec l'énergie initialement, mais qui ont quelque chose à apporter du secteur d'où ils proviennent. Par exemple, le solaire, c'est des choses qui prennent beaucoup de surface, qui vont toucher à tout ce qui est espace parfois forestier, à des anciennes carrières, à des déchetteries. Et en fait, on recrute beaucoup de gens qui viennent de ces milieux, qui sont initialement pas directement liés à l'énergie, mais dont les profils sont très complémentaires et s'insèrent très facilement dans nos organisations et sur ces types de postes. Donc je ne pense pas que pour accéder au secteur de l'énergie
du moins tel qu'il est sur le solaire, voire l'éolien en France sur nos types de projets. On est vraiment un besoin de spécialisation initiale ou à suivre une formation au préalable. D'accord, d'autres avis? Oui, donc je voudrais partager sur cela parce que j'ai un parcours assez technique et donc je voudrais aussi travailler dans d'autres secteurs de l'énergie renouvelable. Et je pense que lorsqu'on intègre le milieu du travail, on se rend compte que le diplôme universitaire, bon, n'est pas suffisant. Je pense que ce que j'ai eu à apprendre à l'Université technique du Danemark a été vraiment intéressant et a couvert plusieurs secteurs des énergies renouvelables, du secteur des énergies renouvelables. Mais je crois qu'il faut toujours continuer à acquérir des connaissances. Donc, si on a besoin de se reconvertir dans le domaine des énergies, pourquoi ne pas aller prendre un cours en ligne sur tel secteur des énergies renouvelables? Donc, en ce qui me concerne, je pense que je vais apprendre plus sur les énergies solaires, par exemple, parce pour me reconvertir peut-être un jour dans les énergies solaires. Donc, il faut garder en esprit qu'on est en constante, on est en constant, que nous en constant apprentissage. Voilà, que si on pense, et si demain notre objectif est cela, il faut anticiper et commencer à préparer le chemin et donc apprendre, chercher toutes les compétences qui vont faire que demain on puisse atteindre l'objectif qu'on a. Donc, prendre des cours s'il y a besoin. Et tout est en ligne aujourd'hui, tout est accessible. Donc, ne vraiment pas hésiter à chercher la connaissance. Je peux ajouter un truc. Je pense que c'est assez vrai que c'est pas le diplôme qui fait tout et que c'est toujours intéressant pour certaines boîtes d'avoir des gens qui viennent de domaines différents. Mais quand même, je pense que c'est pas non plus si simple de rentrer en tout cas dans. Enfin, ça dépend, je pense, le genre de métier qu'on veut faire. Mais ce qui prime, c'est quand même les expériences professionnelles qu'on a. Et du coup, je pense que enfin, si on veut changer de métier, enfin, aller dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, déjà, il faut chercher quelque chose qui s'approche des expériences qu'on a eues en termes de compétences et pas forcément seulement montrer une appétence pour ces domaines-là. Enfin, moi, j'ai l'exemple de beaucoup de mes amis qui sont aujourd'hui en train un peu de revoir leur projet professionnel parce qu'en fait, ils s'y épanouissent pas vraiment et ils changent d'avis parce qu'ils ont une prise de conscience face à l'environnement. Et c'est pas si simple en fait de trouver un métier qui corresponde, de réussir à s'investir. Enfin, je reviens un peu sur la question précédente aussi. Comment sauver la planète ou oui, sauver plutôt notre société aujourd'hui. C'est pas forcément par le travail tout le temps qu'on peut le trouver. Et moi, j'ai pas mal d'amis du coup qui j'ai l'exemple d'un ou deux amis qui ont essayé de se reconvertir et qui n'ont pas forcément, comme ils n'avaient pas les expériences, pu le faire si simplement. Donc, en fait, c'est reprendre des études sur certains sujets qui peut aider. Alors, soit ça dépend, faire un master spécialisé ou faire des études plus techniques aussi. Donc, pour moi, aussi, si on veut s'investir pour sauver la planète, ça peut être pas que pour le travail. Déjà, on peut faire un travail qu'on ne trouve pas néfaste pour la planète, mais ça peut être s'investir personnellement. Là, je reviens un peu sur la question précédente. Et aussi sur la question précédente, je ne sais pas si c'est le moment de revenir plus en détail dessus, mais je voulais dire que sur le changement des grands groupes de l'intérieur, je pense que c'est quelque chose qui doit avoir lieu et qui va avoir lieu sur certains secteurs d'activité, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même pas mal de grands groupes et de secteurs d'activité qui en fait reposent vraiment sur une utilisation intensive des ressources, qu'elles soient énergétiques ou autres. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, ne peut pas forcément être changé. Donc, je pense que la RSE dans certaines entreprises, c'est vraiment bien et ça peut faire avancer les choses. Mais dans d'autres, c'est vraiment plus du greenwashing qui, au final, c'est plus des entreprises qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans le monde d'après la transition. Donc, voilà, c'était juste pour dire mon point de vue sur ça. Ok, super, merci beaucoup. D'autres remarques par rapport à la question sur la reconversion? Non? Ok, très bien. Du coup,
normalement c'est la dernière question. Est-ce que vous croyez réellement en l'éolien et en tout ce qui est lié au solaire pour améliorer notre monde d'après, de se baser là-dessus plutôt que d'autres sources d'énergie qui ne sont pas forcément carbonées non plus? Par rapport à cette question, donc toujours vraiment en gardant en tête l'accès à l'énergie, pour moi, absolument, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans tous ces pays en voie de développement où tout reste encore à faire, pouvoir produire de l'énergie de façon locale, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui est moins cher. Et là, en l'occurrence, il se trouve que du coup, faire de l'éolien et du solaire en mini-réseau dans vraiment beaucoup de localités coûte vraiment beaucoup moins cher que de se reposer sur des centrales fossiles qui alimentent le réseau. Donc, moi, dans ce contexte-là, en tout cas, je considère que c'est un domaine tout à fait porteur pour les pays en voie de développement. Je vais commenter sur le fait que le prix des énergies, de l'énergie qui qui est produite par l'éolien ou le solaire est bas aujourd'hui et disons plus bas que l'énergie nucléaire ou bien l'énergie fossile, gaz. Donc, je pense vraiment que ces domaines sont porteurs. Les panneaux solaires ont vraiment réduit, le coût des panneaux solaires ont vraiment réduit avec le temps et donc sont devenus plus accessibles, spécialement pour ces pays en voie de développement. L'éolien est en train de se développer, spécifiquement l'éolien offshore. Donc, ce sera un secteur qui aura besoin d'ingénieurs par la suite, surtout dans le développement des technologies. Et l'éolien onshore va avoir son coût réduit du fait que l'offshore, je pense, sera plus rentable. Donc, ils vont essayer de liquider les vieilles turbines, disons pas vieilles, mais qui sont toujours mises à jour dans les pays en voie de développement, par exemple. Donc, ces deux domaines sont vraiment porteurs, je crois. Mais je voudrais ajouter aussi que pour un système énergétique, pour le système énergétique d'un pays, il faudra toujours une source d'énergie qui est constante. Donc, l'éolien, par exemple, produit une énergie qui est assez variable. Donc, si on a du vent, il y aura de l'énergie éolienne. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'énergie éolienne. Il n'y a pas d'électricité. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une source de production d'énergie constante. Et aujourd'hui, cette source de production est obtenue grâce aux centrales de production conventionnelles, donc qui utilisent des énergies fossiles. Et il y a le gaz naturel qui considère comme une énergie verte parce qu'elle produit moins de CO2, elle émet moins de CO2, mais donc il faudra sûrement trouver aussi une alternative qui puisse permettre d'avoir cette production qui peut être donnée au système énergétique du pays à tout temps. Donc, l'éolien ne fera pas cela. Le solaire peut le faire dans les pays du Sud, mais dans les pays du Nord, je pense qu'il faudra encore trouver une autre alternative. Ouais, je vais juste rebondir parce que je suis assez d'accord avec ce point de vue. Autant, je vais parler pour le solaire parce que c'est ce que je connais le mieux, mais autant c'est une énergie qui est promise à un très bel avenir. Il y a des objectifs, des perspectives de développement qui sont énormes. Rien qu'en France, par exemple, les objectifs, c'est plus de quadrupler la puissance installée d'ici 40 ans. Mais je pense que ce développement de l'éolien et du solaire, il est quand même voué à atteindre un plafond. Pour le solaire, par exemple, que ce soit pour des raisons d'espace. Dans les pays européens, par exemple, on est sur des surfaces qui sont des espaces qui sont très maîtrisés. Donc, on ne pourra pas étendre indéfiniment
les surfaces utilisées pour le solaire, notamment en raison des contraintes envers les espaces naturels, envers les espaces agricoles. Il y a des conflits d'usage. Donc ça, je pense que c'est dans nos pays assez développés avec des systèmes électriques aussi, des grosses consommations. Le solaire et l'éolien, il y a quand même un plafond qui va être atteint, je pense, assez vite. Et ça peut aussi l'être dans des pays consommateurs qui ont beaucoup de place où, comme il vient d'être dit, il y a besoin de sources complémentaires aux énergies renouvelables qui sont par nature intermittentes. Et donc, en attendant qu'on ait des solutions viables de stockage qui sont loin d'être matures, si je puis dire, pour être développées à grande échelle, dans des pays à forte consommation énergétique, le développement des énergies renouvelables il sera toujours voué à atteindre un plafond. Après, moi, je crois quand même beaucoup, pour rejoindre tout ce que disait Aminata, à tout ce qui est solutions décentralisées, d'électrification rurale, ou dans des zones où les consommations sont très localisées et plus faibles, où là, que ce soit l'éolien ou le solaire, mais couplé à d'autres formes d'énergie, peuvent permettre d'avoir une solution très pertinente de consommation locale. Donc, voilà. Je pense qu'en effet, c'est des domaines qui sont très porteurs, mais qui ne pourront pas croître non plus indéfiniment. Je rebondis sur le point là, qui vient d'être mentionné sur le fait que ça ne pourra pas croître indéfiniment. Pour faire le lien également avec ce qui a été dit un peu avant sur la disponibilité des ressources, notamment en métaux, qui sont nécessaires et sur lesquels il y a une pression qui s'installe liée à des trajectoires de développement, notamment de ces énergies éoliennes et solaires qui sont des énergies métalliques. Il y a des besoins aujourd'hui vraiment extrêmement importants en termes de consommation de matières premières de base sur l'acier, le cuivre, l'aluminium, le ciment, le verre, qu'il faut mobiliser pour construire ces infrastructures qui sont absolument importantes, qui mobilisent également de l'énergie en amont. Donc, l'équation globale, elle n'est pas si évidente à résoudre. Donc, l'éolien et le solaire sont évidemment des domaines porteurs. Enfin, ils sont porteurs notamment au service des enjeux de transition, mais il faut les positionner au bon niveau. Et en tant qu'ingénieur qui peut faire des choix sur, en tout cas si ça fait écho à vos préoccupations, il y a des enjeux majeurs d'efficacité énergétique pour rester sur la question de l'énergie qui sont aujourd'hui pas couverts, en tout cas pas suffisamment couverts pour faire en sorte que ces ENR, ces énergies renouvelables, éolien et solaire, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importantes dans les mix énergétiques de nombreux pays, eh bien, elles puissent peser de plus en plus significativement dans les mix, parce que si on continue à avoir des trajectoires de croissance de consommation d'énergie qui sont celles qu'on connaît avant l'épisode du Covid, il n'y aura pas assez de ressources. Il faut clairement, je pense qu'il faut être assez au clair par rapport à ça, et regarder aussi ce que ces technologies apportent dans différentes zones. Ils sont porteurs dans des pays où il y a des besoins d'électrification, ça c'est clair. Et ensuite, il y a une question sur les ressources, et puis deux, sur les lieux de production de ces technologies, qui sont également non neutres, qui à court terme posent aussi un certain nombre de problématiques. Donc, à bien replacer dans leur contexte et à positionner au bon niveau. C'est porteur pour des ingénieurs, évidemment, mais est-ce que c'est porteur et à quel niveau dans des trajectoires de transition? La question, elle est un peu plus complexe. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit les 4 intervenants avant moi, donc je ne vais peut-être pas revenir sur la place du coup de ces technologies dans le mix énergétique et puis les problèmes que ça peut poser en termes de stabilité, de réponse à la demande énergétique et d'intermittence et sur les ressources. Mais ce que je tenais à dire, c'était que là, on parle d'énergie renouvelable et d'électrification, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus les seules énergies qu'on utilise. Enfin, le mix énergétique, c'est beaucoup plus global que l'électricité. Il y a aussi tout ce qui est gaz et chaleur. Et du coup, l'éolien et le solaire ont vraiment beaucoup de sens dans certains pays, notamment en Afrique où il y a des grosses ressources. Mais par exemple, en Europe, il y a aussi tout ce qui est biomasse ou biogaz, qui fait partie de la biomasse,
qui sont aussi des sujets, des domaines porteurs et qu'on mentionne pas assez souvent pour moi. Faut bien penser que l'énergie, c'est pas que l'électricité, c'est aussi, la plupart de l'énergie qui est consommée au jour le jour par les Français, c'est le carburant, par exemple. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques-là qui sont à étudier et qui sont des domaines vraiment clés pour développer les énergies renouvelables et qui ne sont pas que le solaire et l'éolien, qui sont vraiment les énergies qui sont mises sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Merci à tous les 5 pour vos réponses. Marie, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai juste choisi de parler de l'éolien et du solaire parce que c'est les plus controversés. Et donc, c'était par rapport à ça.